Stéphane Bern, Secret d'histoire. Marie-Antoinette, intime. Marie-Antoinette demeure l'un des personnages les plus fascinants de l'histoire de Versailles. Tout le monde connaît le destin de cette reine morte en héroïne sur l'échafaud et qui a ému l'Europe entière. Tant admirée que détestée, elle continue d'évoquer les tumultes d'une époque violente et troublée. Nous allons découvrir les coulisses de sa vie intime à travers Versailles. Nous pousserons les portes de ses appartements et surtout celles du Petit Trianon afin de mieux comprendre comment cette reine adolescente a organisé une vie parallèle au faste de la cour. Marie-Antoinette n'est pas seulement la bergère aux moutons enrubannés, souvent attaquée et caricaturée, jugée frivole et dépensière, c'est une femme de caractère, confrontée aux événements les plus violents de son temps. Faut-il voir en Marie-Antoinette seulement Madame Déficit, comme elle fut surnommée? Cette étrangère se montra-t-elle indifférente aux souffrances du peuple de France? Ou peut-elle être considérée comme une reine à la personnalité exceptionnelle, qui dut s'affranchir des traditions, et du qu'en dira-t-on, comme une héroïne tragique qui finalement aima et soutint Louis XVI jusqu'à l'échafaud? Celle que le peuple surnomme l'Autrichienne est le 15e et avant-dernier enfant de l'empereur d'Allemagne, François Ier de Lorraine et de l'archiduchesse d'Autriche, Marie-Thérèse. À 14 ans, Marie-Antoinette se trouve parachutée du jour au lendemain dans la cour la plus cruelle d'Europe, Versailles. L'adolescente de caractère vif et spontané sait qu'elle est promise au dauphin pour des raisons politiques, mais aussi pour son physique. La future reine a d'ailleurs été plébiscitée par un vieux roi bien connu pour ses frasques et sa moralité douteuse. Louis XV en effet la juge charmante et dotée d'une des plus jolies gorges du monde. À la cour de France, rien ne lui sera épargné. Il est vrai que ses origines autrichiennes n'y sont pas totalement étrangères. Des siècles de guerre contre les Habsbourg ont laissé des traces dans le cœur des Français. Dauphine pendant 4 ans, Marie-Antoinette découvre peu à peu l'importance du protocole pesant auquel elle doit se soumettre. Devenue reine à la mort de Louis XV le 10 mai 1774, elle essaie de se recréer un monde en marge de la cour. Elle se replie au Petit Trianon, dont la mauvaise réputation lui importe peu. Louis XV y aurait, dit-on, abrité ses amours. Mais le Petit Trianon devient son refuge, son petit Vienne. Ici, je ne suis plus la reine, je suis moi, a-t-elle coutume de dire. Elle s'empresse d'y faire bâtir 12 monuments décoratifs, comme le Temple de l'Amour, l'un des plus beaux édifices, ainsi qu'une grotte où il est possible de s'isoler. Cette grotte, au confort rudimentaire, ne peut accueillir que 3 personnes. Marie-Antoinette y reçoit ses amis en toute intimité. Le bruit d'une cascade permet aux conversations de n'être ni entendues ni épiées. Au Petit Trianon, Marie-Antoinette se met à offrir des fêtes somptueuses en toute liberté. C'est là qu'elle aime surtout écouter et jouer de la musique, du pianoforte, du clavecin et de la harpe. Elle prend aussi l'habitude d'y dormir seule et de se lever tôt le matin, en tenue légère, ce qui provoque les rumeurs les plus folles. Le Petit Trianon alimente bien des fantasmes. Accusée de ne pas se soumettre suffisamment aux règles de la cour, l'impopularité de la reine grandit. Jaloux, les courtisans se sentent exclus. Il est vrai que ces séjours représentent une double rupture, entre la jeunesse et la vieillesse, entre l'ancienne et la jeune noblesse. Il s'agit aussi pour la reine de faire de ce lieu le cocon de son intimité, un désir d'indépendance très mal considéré à l'époque. Ses supposés frasques seront d'ailleurs retenus contre elle lors de son procès. Si Marie-Antoinette se lance dans cette vie de plaisir, c'est aussi parce qu'elle s'ennuie auprès d'un époux qui passe pour être vieux jeu. Lorsqu'elle épouse Louis XVI, ce mariage est l'objet de grandes réjouissances. Dans le carrosse, les mariés affichent un sourire de façade, une attitude de circonstance, car ils ne se connaissent pas. Elle a 14 ans, Louis XV. Tout les oppose. Il est grand, plus d'1,90 m, mais sa façon pataude de se déplacer et son embonpoint ont raison de sa belle allure. Elle est menue et gracieuse. Dans ce couple si disparate, rien ne favorise le rapprochement. Leurs goûts divergent totalement. Elle aime sortir, écouter de la musique, se tenir au courant de la mode. Lui, d'un tempérament plus solitaire, préfère chasser ou bricoler des horloges et des serrures, ce qui exaspère sa jeune femme. Louis XVI se couche tôt. Marie-Antoinette et ses amis veillent très tard. Marie-Antoinette aurait aimé admirer ce mari que la raison d'État lui a donné, mais il se montre maladroit avec elle et elle n'a pas d'attirance pour lui. Il tarde à procréer, mais comment donner un descendant alors que le roi et la reine sont constamment entourés et épiés? Ils n'ont aucune intimité. D'autant que la chambre nuptiale à Versailles est un endroit public. Inquiète, la mère de la reine Marie-Thérèse d'Autriche est suspendue au moindre frémissement du couple et fait même espionner sa fille par son ambassadeur, le comte de Mercier-Argenteau. Tout en inondant sa fille de lettres impérieuses, elle la pousse sans cesse à se montrer plus tendre avec son mari et à redoubler de caresses.
l'intimité du couple et la timidité de Louis XVI deviennent une affaire d'État. Comment, en effet, un roi peut-il prendre ses responsabilités de souverain s'il ne respecte pas ses engagements matrimoniaux? Louis XVI n'a jamais eu de relation extra-conjugale, il ne connaît pas les femmes. Pour lui, la sexualité se résume à la relation de son grand-père avec Madame du Barry, qui le dégoûtait fortement. Il est le seul souverain à ne jamais avoir eu de maîtresse, ce qui fait date dans l'histoire de France. Les médecins finissent par examiner Louis XVI et décèlent un phimosis, malformation sexuelle douloureuse, qui l'empêche d'avoir une relation sexuelle accomplie. Quant à Marie-Antoinette, elle n'est tout simplement pas amoureuse du roi, et n'a donc pas de désir pour son mari. L'un et l'autre ne sont pas pressés de donner un héritier au royaume, il faudra attendre 7 ans avant que le mariage ne soit consommé. Des ragots courent sur les infidélités supposées de Marie-Antoinette, notamment avec un beau Suédois, le comte Axel de Fersen. Elle délaisse son époux. On la voit partir des nuits entières à l'opéra, accompagnée. On dit qu'un jour ou l'autre, elle trompera son mari, et que son premier enfant sera adultérin. Marie-Antoinette est tout de suite tombée amoureuse de Fersen. Très élégant, ce beau brun ténébreux de 25 ans ne peut passer inaperçu. La reine et Fersen se ressemblent. Ils sont tous deux très seuls, jeunes et insolents. Fersen a choisi le célibat contre l'avis de sa famille et ne quitte Marie-Antoinette que pour intégrer l'armée afin de participer à la guerre d'indépendance américaine. À son départ, Marie-Antoinette verse des larmes. Ils s'écrivent des lettres enflammées, codées et écrites à l'encre sympathique. Cette correspondance passionnée leur permet de supporter l'absence et la distance. Louis XVI se montre indulgent face à cette romance. Une folle rumeur courra bien des années plus tard. Fersen serait le père de Louis XVII. Si les relations charnelles entre la reine et Fersen ne sont pas avérées, leur histoire d'amour est bien réelle. Les historiens s'accordent au moins sur un point, ils se sont aimés passionnément. Le couple royal va enfin consommer le mariage grâce à l'entremise de Joseph II, le frère de la reine, qui, sous le prétexte de consolider l'union franco-autrichienne en avril 1777, rend visite à sa sœur pour la conseiller en affaires matrimoniales. 9 mois plus tard, Marie-Antoinette est heureuse de pouvoir donner un héritier à la couronne. Le 19 décembre 1778, Marie-Thérèse, qui deviendra Madame Royale, voit le jour. La reine accouche devant des centaines de personnes. La chaleur est étouffante. Les gens se poussent pour être les premiers à voir l'enfant. La reine se sent mal. Louis XVI brise un carreau pour laisser entrer l'air dans la pièce. 4 autres enfants suivront, 2 filles et 2 fils, dont 3 mourront en bas âge. L'un d'entre eux, le petit Louis-Joseph, meurt le 4 juin 1789 à l'âge de 8 ans. Déchirés par cette mort, Louis et Marie-Antoinette pleurent ensemble cet enfant, ce qui les marque profondément et consolide définitivement leur union. Longtemps tenue à l'écart des affaires du royaume, Marie-Antoinette a désormais une influence réelle. Lorsque le roi tombe en dépression, elle le soutient, et quand un mois plus tard, en juillet, commence la Révolution, elle comprend que la monarchie est menacée. Elle se met alors à chercher des alliés pour restaurer l'autorité de l'État. L'aggravation de la situation politique précipite le rôle prépondérant du comte de Fersen. Aidée par son ami de cœur, la reine pousse Louis XVI à commettre une des plus grandes erreurs de son règne, prendre la fuite. Le sens de l'organisation de Fersen et sa rigueur militaire lui permettent de préparer secrètement le départ du couple royal. Grâce à ses réseaux, il réunit des fonds et dépense lui-même l'équivalent de 200 000 € dont il ne sera jamais remboursé. Après l'échec de Varennes, la tête de Fersen est mise à prix, mais il n'hésitera pas à prendre des risques pour tenter de sauver le roi et la reine jusqu'au bout. Mais revenons en arrière, car avant de pouvoir régir la sphère politique, Marie-Antoinette, soucieuse de son apparence, se tourne vers la mode, dont elle est, hier comme aujourd'hui, une icône. Selon l'étiquette, une reine doit certes être à la mode, mais surtout ne pas choquer. Or, la reine renverse les codes, fait fi des règles de la cour et fait souffler, par la même occasion, un vent de fraîcheur dans la création vestimentaire de l'époque. Elle désire plus que tout être à l'avant-garde. Acheteuse frénétique d'accessoires, elle dépense énormément pour ses toilettes. On dit qu'elle désire être la plus belle femme du royaume, plutôt qu'en être la reine. Rebelle aux usages de l'époque, elle prend toutes sortes de libertés vestimentaires, part ses toilettes de froufrou, de rubans, refuse de porter un corset à baleine qu'elle considère comme un instrument de torture. C'est pourtant à cette époque l'accessoire à la mode qui fait pigeonner les seins et donne un port de reine. Toutes ces coiffures sont extravagantes, ornées de tulles, d'étoffes et de sujets. Ces échafaudages de cheveux défient les lois de l'équilibre. À la cour, pour l'imiter, les femmes livrent leurs cheveux à son célèbre coiffeur Léonard. Elle s'entoure aussi des conseils de Rose Bertin, sa ministre de la mode, une couturière qui va la suivre dans toutes ses folies vestimentaires.
comme la fameuse robe au grand panier, faite de 15 mètres de tissu. Toutes les deux vont inventer la haute couture. Autre concept révolutionnaire, la reine accepte de partager sa styliste avec d'autres clientes. Les élégantes convergent au Grand Mogol, la boutique de Rose Bertin, rue Saint-Honoré à Paris. Elles s'arrachent les tenues à la manière de Marie-Antoinette. On copie la reine, mais toutes les bourgeoises n'en ont pas les moyens. La passion de la reine pour la mode frise l'obsession. Elle dépense toujours plus, chaque année, et fait d'énormes commandes qu'elle accumule dans une débauche de moyens. On l'accuse de dilapider les deniers du royaume pour son propre contentement, et non pour celui de son peuple ou de la grandeur de l'État. Face au manque cruel d'argent, le roi somme la reine de restreindre son train de vie. Elle obéit, et s'habille alors comme une jeune paysanne en simple robe de coton, ce qui provoque un véritable scandale. Quoi qu'il en soit, elle fait et défait les tendances. Son influence persiste jusqu'à nos jours. Pour preuve, le styliste John Galliano s'est inspiré des tenues de Marie-Antoinette pour sa collection Printemps-été 2006. Marie-Antoinette va également imposer ses goûts en théâtre. Elle fait la promesse au roi que son petit théâtre de poche, en faux marbre au Petit Trianon, ne coûtera pas cher. Il consent donc à le payer de sa poche. Ce n'est pas un simple caprice, mais une véritable passion. Elle apprécie les nouveaux auteurs, Sedaine, Favart, Rousseau et Beaumarchais, dont les ouvrages sont interdits à Paris par Louis XVI. Cet amour du théâtre remonte à son enfance, quand à la cour de Vienne, elle apprenait le français en montant sur scène. Dédaignant le grand répertoire, elle préfère les petites pièces comiques à la mode, où elle tient des rôles de servante ou d'ingénue. La reine aime les rôles à contre-emploi et prend très au sérieux son travail de composition en acceptant, par exemple, qu'on lui jette des ordures sur la tête. Avec malice, elle impose ses goûts et force le public à applaudir, fait totalement nouveau pour l'époque. Marie-Antoinette joue exclusivement pour ses amis proches, de sorte que l'on fait appel à des domestiques pour remplir la petite salle. À la mode et au théâtre s'ajoute une autre passion, le mobilier. Ses goûts la portent vers les artistes les plus novateurs. Elle a tant incarné à style qu'aujourd'hui Philippe Starck, le plus célèbre des designers français, crée la chaise Marie en hommage à son héroïne. À Versailles, où elle ne se sent pas chez elle, afin de se recréer un univers familier, elle va remodeler et faire redécorer avec un luxe rare ses appartements privés, sans jamais faire appel aux artistes officiels. La reine, qui n'a aucun respect pour l'art de Louis XIV, aurait souhaité faire détruire tous les décors intérieurs de Versailles. C'est donc au Petit Trianon qu'elle peut donner libre cours à sa créativité. Sur les meubles, les boiseries et les tissus, elle fait dessiner de superbes fleurs. Elle s'occupe de tout, supervise les maquettes, choisit les décors, les matériaux et les motifs. Le Bleu Trianon est créé spécialement pour elle, un style dont les créateurs actuels s'inspirent toujours. Mais la reine fait aussi preuve d'un grand raffinement dans un autre domaine, la cuisine. Là encore, elle s'affranchit des règles. Contrairement à Louis XVI, qui est un gros mangeur, Marie-Antoinette a un appétit d'oiseau. À la quantité, la reine préfère les mets subtils et la délicatesse des saveurs. Or, elle doit honorer les 28 plats servis habituellement pour le dîner. Marie-Antoinette a horreur de cette contrainte, appelée le grand couvert, qui s'effectue sous le regard d'une centaine de personnes. Elle ne s'y est jamais habituée. Elle aime les plats raffinés et frais, les légumes comme l'asperge et les petits pois. Elle va introduire la pomme de terre à la cour, alors que ce légume était alors considéré comme un poison. En effet, Louis XVI, confronté à la colère du peuple contre le prix du pain, organise un concours auprès des botanistes afin de trouver un substitut pour contenter l'appétit des Français. Parmentier présente à la cour un tubercule blanc. La pomme de terre, qui vient des Amériques, suscite d'abord des réticences, mais la reine accepte d'y goûter. Elle créera sa fameuse coiffure à la Parmentier, un échafaudage de cheveux pairé avec grâce de fleurs de pommes de terre. Dans son hameau, la reine peut goûter aux produits de la nature, des œufs et du poisson, pêchés dans l'étang. Elle aime beaucoup les fleurs, les bégonias, les acacias, la bourrache, les fleurs bleues à la couleur de Versailles. Elle raffole du sucré, le nougat, les macarons et la meringue, pâtisserie alors réservée à une élite. D'ailleurs, sa petite Madeleine, importée de Vienne, c'est le croissant, et son péché mignon, le chocolat. Presque une médecine, le chocolat est bon pour la santé. La reine a donc l'idée d'instaurer le métier de chocolatier à la cour. À l'époque, le chocolat a un goût très corsé. Marie-Antoinette va faire du roi un adepte. Chaque matin, on lui sert une tasse de chocolat à la vanille. La reine ne boit ni vin ni champagne. Le lait est sa boisson favorite. Et Louis XVI lui offre une laiterie, où elle peut déguster des entremets avec ses amis. Le 6 octobre 1789, un symbole est en train de vaciller. La foule en colère se presse aux portes du château. La monarchie connaît ses derniers instants. Après l'échec de Varennes,
Louis XVI est guillotiné le 21 janvier 1793. Après la mort du roi et la séparation d'avec ses enfants, Marie-Antoinette reste enfermée dans un cachot infect. La Conciergerie, ancien palais des rois, transformé en prison sinistre en plein cœur de Paris, sera sa dernière demeure. Pendant 76 jours, elle est surveillée en permanence par 2 gendarmes et son état de santé se dégrade inexorablement. Désespérée par la mort du roi, elle refuse de s'alimenter, souffre d'atroces maux de ventre et perd 100 grammes de sang chaque jour. À la fin de sa vie, c'est une femme à bout de nerfs, épuisée tant physiquement que moralement, que Robespierre veut à tout prix juger. Il ordonne donc qu'on la maintienne en vie jusqu'au procès. On lui fait boire du bouillon de poulet pour la revigorer. Au procès, une foule de 600 personnes vient assister à l'hallali de celle qu'on appelle l'Autrichienne. L'atmosphère est survoltée. Le jury est composé de 12 membres, tous ralliés à la cause de Robespierre. Il y a parmi eux un fils naturel de Louis XV et le médecin qui était censé sauver la reine le matin même. Le 15 octobre 1793, alors que ses avocats commis d'office n'ont eu que quelques heures pour préparer le dossier et n'ont pas eu accès aux pièces, la reine impressionne et le jury peine à prononcer ses accusations. Soumise à d'abjectes accusations, Marie-Antoinette se défend avec une dignité bouleversante. Particulièrement inéquitable, le procès ne dure que 3 jours et la reine n'a pas le droit de faire appel. La sentence tombe, elle est condamnée à mort pour haute trahison. On lui permet alors d'écrire une dernière lettre à sa belle-sœur, Élisabeth, à qui elle demande de s'occuper de ses enfants. On lui coupe très grossièrement ses cheveux blancs, puis on la fait monter dans une charrette crasseuse à la vue de tous, contrairement à Louis XVI, qui avait été emmené dignement à la guillotine. Ce trajet à travers Paris, de plus d'1 heure, doit être l'occasion d'une dernière humiliation. Mais la réaction du peuple est inattendue, le silence est total, et l'émotion profonde. Le peuple lui témoigne du respect, ce que redoutait Robespierre. Il a donc fait appel à un acteur, Gramont, qui tout au long du trajet l'insulte et exhorte la foule à faire de même. Mais le peuple reste stoïque. Arrivée sur la place Louis XV, devenue place de la Révolution, aujourd'hui place de la Concorde, elle se précipite vers l'échafaud afin d'en finir le plus rapidement possible. Elle meurt en héroïne, un destin digne d'une tragédie antique.